Je suis né dans le Cantal, dans un petit village de moyenne montagne, et en 1969. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans mon bureau à l'université Lyon 1 à la Doua, à Lyon. Je suis un campagnard et un montagnard, si on peut dire montagnard pour le Cantal, mais c'est loin de la moyenne montagne. Ça fait très très longtemps que je m'intéresse à la biodiversité. En fait, j'étais en sixième, donc au collège, et je voulais déjà partir aux îles Kerguelen pour travailler sur les oiseaux. Et en fait, quelques dizaines d'années après, c'est un rêve qui est devenu réalité, puisque lorsque je suis arrivé dans une équipe de chercheurs au CNRS, je suis parti dans les terres australes pour travailler sur les albatros et les manchots. Et suite à ça, après de nombreuses pérégrinations dans pas mal de pays, j'ai été pris comme chercheur au CNRS suite à un concours. Et je suis arrivé à Lyon pour travailler initialement sur les amphibiens, qui utilisent beaucoup le son pour communiquer. Et au fil de l'eau, après, mes sujets se sont diversifiés à plein d'autres espèces. Ça va des marmottes aux rhinocéros, des oiseaux aux orthoptères. Donc il y a beaucoup de problématiques différentes. J'ai eu la chance, dans mon petit village du Cantal, d'avoir des oiseaux qui étaient vraiment rares, qui habitaient juste au-dessus du village. Et j'avais, entre 12 et 15 ans, j'ai fait la connaissance d'une personne qui était non-voyante et qui lisait les paysages à travers les champs d'oiseaux. Et donc je me suis beaucoup promené avec elle et elle connaissait tous les oiseaux européens grâce à leurs chants, et elle connaissait aussi tous les milieux. C'est-à-dire qu'elle pouvait dire: ah, là on arrive dans la forêt de sapins parce que ça y est, j'entends la mésange noire. Ah, là on arrive sur le coteau ensoleillé parce qu'il y a l'hippolaïs polyglotte qui chante. Et donc elle lisait les paysages à travers les champs d'oiseaux, et c'était une approche qui était super originale et assez impressionnante, et j'ai appris les chants d'oiseaux beaucoup avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai débuté l'ornitho en surveillant un oiseau qui est vraiment rare et assez unique. Donc, et après, de fil en aiguille, je me suis intéressé à plein de choses, et en particulier au son, puisque quand on travaille sur les oiseaux, le son c'est une des composantes très importantes. Souvent, on aperçoit un oiseau quelques secondes, et par contre, on l'entend bien plus longtemps, quoi. À la fac, là, j'enseigne dans une licence pro qui s'appelle Analyse et techniques d'inventaire de la biodiversité. Et donc toute la partie oiseaux, c'est moi qui l'a fait avec un collègue. Et on demande aux étudiants qui sont donc en troisième année de licence d'avoir un minimum d'une trentaine d'espèces qu'ils doivent être capables de reconnaître au champ pour leur examen. C'est des espèces vraiment communes. Et alors on a toujours des experts qui en connaissent 100 ou 150 quand ils arrivent en licence pro, mais il y en a qui sont des spécialistes des orthoptères ou des mousses ou des orchidées, et qui n'ont jamais vraiment entendu de chant d'oiseaux, ou qui ont pas beaucoup de mémoire auditive, ou c'est pas leur truc. Et là, ça leur demande un gros effort d'arriver à une trentaine d'espèces. Je leur demande d'y aller progressivement, de commencer dès maintenant, et pour passer d'abord un chant d'une espèce pendant 3 ou 4 jours. Ils l'écoutent matin, midi et soir. Et puis au bout de 3 ou 4 jours, quand ils ont l'impression de connaître l'enregistrement par cœur, ils rajoutent une deuxième espèce. Pendant encore 3 ou 4 jours, ils peuvent comparer la deuxième espèce à la première. Et puis au bout de 4 ou 5 jours, quand ils connaissent vraiment par cœur les deux espèces, ils en rajoutent une troisième qu'ils vont comparer à la première et la deuxième. Et au fil de l'eau, petit à petit, comme ça, arriver à reconnaître les espèces qui sont les plus communes. Et je ne sais pas si mes enfants auront le loisir d'écouter la même scène que moi j'ai vécue dans quelques années. Et c'est aussi pour ça qu'en plus d'être chercheur au CNRS, je suis aussi président d'une association qui s'appelle la Ligue pour la protection des oiseaux. Et la disparition des oiseaux, elle est majoritairement liée aux pratiques agricoles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu des pratiques agricoles après la Deuxième Guerre mondiale qui visaient à intensifier les productions, parce qu'il fallait nourrir les gens, parce que simplement on n'avait rien à manger. Et au nom de cette intensification, on a suivi le modèle américain de l'époque, puisque les Américains avaient à ce moment-là déjà les premiers tracteurs, des industries phytosanitaires, etc. Et on s'est mis à arracher les haies,
et à traiter toutes nos cultures une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois par an pour intensifier les récoltes et pour produire toujours plus. Et à partir de ce moment-là, on a vu les populations d'oiseaux décliner. Et il y a une dernière étude européenne qui est parue l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens pas, et qui montrait qu'à l'échelle européenne, en ayant travaillé sur plus d'une centaine d'espèces, c'était bien le modèle agricole qu'on a actuellement qui était responsable de la disparition des oiseaux. Et on a perdu en Europe 800 millions d'oiseaux en 20 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une diminution des populations d'oiseaux, ça c'était il y a 20 ans. Là on est passé depuis plusieurs années à un stade où ça s'effondre littéralement, donc c'est pas une diminution lente, mais c'est vraiment un effondrement. L'extinction n'en est pas là et je pense qu'on n'en arrivera pas là parce que même s'il y a plein d'espèces qui sont à risque de disparition, il y en a quand même quelques-unes qui vont rester présentes parce qu'elles se sont adaptées à la vie à proximité de l'homme. Donc tout le monde ne disparaîtrait pas. Mais par contre, il y a beaucoup d'espèces qui effectivement sont très menacées.